Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e numéro de la Perme. Alors vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, ce qui nous fait énormément plaisir au sein de l'équipe de Parole d'Honneur. Pour rappel, Parole d'Honneur, c'est un média totalement autonome et indépendant, composé seulement de bénévoles. Et si vous voulez continuer à nous soutenir et qu'on puisse continuer à faire ce genre d'émission, vous pouvez le faire déjà en likant cette vidéo, surtout en la partageant. Vous prenez 2 secondes pour partager la vidéo au plus grand nombre. Comme ça aussi, ça ramène plus de gens pour avoir un débat plus enrichissant. Et vous pouvez aussi vous abonner sur la page pour ne rater aucune actualité. Et enfin, vous pouvez, si vous voulez, faire des dons pour l'émission à travers le lien qui va se diffuser à plusieurs reprises sur cette vidéo. Avant de commencer le débat, l'équipe de Parole d'Honneur voulait rendre un hommage à Pape Diouf, qui est décédé hier du Covid-19. Donc, Pape Diouf, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un journaliste sportif, mais c'était aussi et surtout le président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009, et il est toujours resté dans les mémoires des supporters. Et surtout, c'est important pour nous de lui rendre hommage, car il est un peu une anomalie dans le monde du football. Les non-blancs, les noirs et les arabes sont souvent cantonnés à des rôles de footballeurs, et on les voit plus rarement dans des postes de direction, et encore moins en tant que président d'un club. Et conscient de ce racisme, Pape Diouf a soutenu de nombreuses campagnes et tribunes antiracistes, et notamment le Yabon Awards. Donc voilà, c'était un petit hommage pour Pape Diouf. Alors, pour rappel, La Perme, c'est un journal politique du confinement. On est certes un média à Parole d'Honneur, mais on souhaite être plus que ça. On souhaite être un média de combat. Je le dis tout le temps, mais on est des militants, on est engagés dans la lutte politique. Et donc, on n'a pas pour but seulement d'être objectif et d'informer, mais on veut aussi avoir du poids, être une force de proposition et dégager des pistes de lutte, des moyens d'action pour agir maintenant, mais aussi pour agir après ce confinement. Et je le dis souvent, mais c'est aussi très important de le répéter, la crise actuelle, ce n'est pas seulement une crise sanitaire, mais c'est une crise politique, une crise générale qui soulève 1000 problématiques, et on compte bien aborder toutes ces problématiques à travers les différents numéros de la Perme. Et on compte aussi, et c'est important pour nous, de donner la possibilité aux gens de participer à ce débat et d'interagir avec nos invités en posant des questions et des remarques. Et vous pouvez commencer à le faire. Pour cela, c'est très simple. Dans la section commentaires, vous mettez votre question, vos remarques, et on va me la faire remonter et je pourrai la poser aux invités. Donc, pour ce 6e numéro, on va s'intéresser plus particulièrement à la crise économique, et on va se demander si on va vers la catastrophe économique. Alors, pour en discuter, j'ai le grand honneur de recevoir tout d'abord Axel Persson. Bonjour à toi, Axel. Toi, tu es secrétaire général CGT cheminot de Trappes. Bonsoir, Axel. Je ne sais pas si tu nous entends, Axel. Je vous entends. Bon, c'est pas grave, on va continuer le temps que le contact soit rétabli avec Axel. Et on a Bernard Friot. Bonsoir à toi, Bernard. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es économiste et sociologue, dans cet ordre-là. On peut te placer dans le courant, on va dire, marxiste. Tu te définis ouvertement comme anticapitaliste et communiste. Tu es auteur de nombreux ouvrages comme La puissance du salariat, édité chez La Dispute, Le travail en jeu des retraites, toujours chez La Dispute. Et tu as aussi un livre qui devait sortir normalement en avril, mais qui va sortir en septembre, il me semble, qui est écrit avec notre camarade Judith Bernard, d'ailleurs qu'on salue, et qui s'intitule « Un désir de communisme ». Et enfin, tu es aussi connu pour être à l'origine, entre guillemets, de l'idée de salaire à vie, ou plutôt, comme toi tu le dis, salaire de qualification à la personne. Alors, comme d'habitude, avant de rentrer vraiment dans le bain, je voudrais savoir comment se passe le confinement pour vous. Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que vous êtes obligé de continuer vos activités à côté, et comment vous faites? On va commencer par toi, Bernard. Moi, c'est une période, j'ose à peine le dire, parce que je pense à tous ceux qui sont dans le double ou triple travail, d'avoir les enfants à la maison, de les scolariser, de faire du télétravail, d'aller chercher des courses, etc. Moi, je suis un retraité, je suis avec ma femme, nous n'avons pas d'enfants à la maison, nous sommes un lieu à la campagne, donc c'est vraiment un temps plutôt opportun parce que ça me permet de
de travailler chez moi, au lieu de faire les débats que je peux faire habituellement. Donc, pour moi, en tant que personne, Bernard Friot, c'est un moment plutôt positif. D'accord. Et toi, Alex, comment ça va? Il me semble que toi, tu es obligé aussi de travailler là en ce moment, non? De sortir, travailler Oui. surtout. Vous me recevez? On te reçoit là, on te reçoit. Oui, donc je travaille alors, moins que d'habitude puisqu'il y a moins de trains en circulation. Mais oui, le travail continue, que ce soit pour le transport de voyageurs ou le transport de marchandises. Et en mon cas personnel, oui, je continue à travailler, même si c'est sur un rythme moins soutenu que d'habitude, que d'ordinaire. Alors, pour commencer, et on va commencer vraiment là le débat, et on va commencer un peu doucement et de manière assez générale. Déjà, est-ce qu'on peut dire officiellement que là, on entre dans une crise économique? Quelle serait l'ampleur de cette crise et surtout, quelle serait la cause? On entend beaucoup dire en ce moment que la crise actuelle, elle a été causée par le Covid-19, mais est-ce que ce virus, qui semble surtout avoir servi d'élément déclencheur, ne sert pas à masquer en fait les causes structurelles de cette crise et notamment la manière dont l'économie est gérée? À titre d'illustration, ça faisait déjà des mois que des économistes alertaient sur le fait que l'économie était vacillante et qu'il suffisait vraiment d'une étincelle pour la faire sombrer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Bernard, on va commencer par Bernard. Bien sûr que le Covid révèle quelque chose qui relève de la crise du capitalisme. Marx a très bien analysé le fait que le capitalisme épuise à la fois les personnes et la nature, puisque c'est un mode de production dans lequel les gains de productivité se font par l'élimination du travail vivant au bénéfice de la machine. Les travailleurs vivants disparaissent, sauf que ça induit une exploitation de la terre absolument invraisemblable. Si on veut remplacer des paysans par des agriculteurs montés sur un immense tracteur et qui sont tout seuls face à des centaines d'hectares, évidemment, les atteintes aux écosystèmes, l'obligation de ponctionner sur les ressources naturelles de façon totalement aberrante conduit à une très grande fragilité. Notre rapport au vivant aujourd'hui est devenu extrêmement fragile, d'où des pandémies qui vont se multiplier, qui n'ont pas d'abord une cause sanitaire, qui ont d'abord un rapport à la nature et au vivant totalement absurde dans le capitalisme. Ouais. Axel? Disons que le Covid, là, il sert avant tout d'accélérateur à la crise qu'on va subir. Pour répondre à la question, alors, il est difficile de prédire l'ampleur de la crise qui est devant nous, dans la mesure où on ne sait pas encore quelle va être la durée de la pandémie, d'éventuels traitements, et aussi surtout dans quelle mesure ils seront accessibles ou pas aux populations, donc c'est difficile de le prévoir. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ce virus, enfin du moins les conséquences de ce virus, se traduisent par une désorganisation complète des échanges au niveau mondial, qui se traduisent par des choses très concrètes. Par exemple, ne serait-ce que si je prends mon exemple personnel au chemin de fer, alors d'une part, c'est une décision politique de réduire le nombre de circulations pour ce qui concerne les voyageurs. Par contre, très rapidement, il y a eu des conséquences sur le transport et les flux de transport de marchandises, notamment dans le transport par fer. Et on a vu très rapidement une baisse drastique des échanges et du nombre de marchandises transportées par air. Alors, il était déjà en diminution du fait d'autres facteurs avant, mais là, ça a été un accélérateur très brutal où il y a à peu près 60% des marchandises qui étaient transportées il y a encore 2 semaines, qui ne le sont plus actuellement, et ce qui est en train de créer notamment des difficultés d'approvisionnement, par exemple dans la logistique agroalimentaire. Et là, il va y avoir un problème au niveau notamment de l'agroalimentaire qui est lié aux difficultés logistiques. Et un autre facteur qui est aussi qui va avoir des conséquences assez pratiques, qui n'est pas forcément lié au chemin de fer, mais c'est notamment toute la main-d'œuvre qui laboure les champs, enfin qui laboure en tout cas la terre pour organiser les récoltes dans les mois à venir, dans la mesure où celle-ci est majoritairement, enfin pas exclusivement, mais majoritairement
pas du territoire, dans la mesure où les frontières sont plus difficiles à franchir qu'auparavant, il va y avoir des problèmes très concrets en termes de récolte et de redistribution et de ces biens vers la lutte de consommation. Donc ça a des impacts très concrets dès aujourd'hui, quoi. Ouais, on peut craindre de pire. Et là, face à la crise, on voit que la Banque centrale européenne lance un programme d'urgence de 750 milliards de dollars. Aux États-Unis, on parle de 2000 milliards de dollars. Tout ça pour les marchés. Donc, deux questions. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures et surtout, au final, qui va payer la note? Ces mesures, on les connaît par cœur. Hein. C'est exactement celles qui sont appliquées à chaque crise. Hein. C'est qui montre bien que la crise du coronavirus n'est qu'une crise parmi d'autres, hein, de toutes celles qui se succèdent dans un capitalisme en pleine difficulté, hein, depuis déjà plusieurs décennies. Et alimenter par une création monétaire absolument invraisemblable, alimenter les marchés financiers, hein, qui ensuite se servent transforment toute la monnaie virtuelle qu'ils avaient dans la sphère de la finance en monnaie réelle récupérée de la banque centrale, n'injectent pas du tout cet argent inconsidérément créé dans l'économie réelle, comme on dit. Hein, et donc, nous sommes en train de sauver le capital, mais pas du tout les entreprises. J'ajoute que, à l'échelle interne, alors, hein, le plan interne, les 450 milliards, les 45 milliards, pardon, on finit par plus savoir, on en est là-dedans, hein, les 45 milliards votés par le Parlement récemment, là encore, ne sont pas du tout au service des entreprises. Hein. C'est au détriment du salaire, puisque c'est des salaires qui vont pas être versés, mais qui vont être compensés par une dotation budgétaire pour payer du chômage partiel. C'est des cotisations qui vont pas être versées, alors reportées, dit-on, mais aussi avec un risque qu'elles ne soient pas payées du tout. C'est des impôts qui ne vont pas être payés, c'est-à-dire que la prétendue solution aggrave le problème, puisque ce sont les cotisations qui financent l'assurance maladie en particulier. On sait que l'hôpital est en déshérence complète. Hein, nous sommes en grève des soignants depuis des mois et des mois, dans une indifférence absolue du pouvoir, qui s'est foutu de leur gueule entièrement. Hein, qui aujourd'hui fait mine de les faire applaudir tous les soirs à 20h, mais je trouve ça même absolument scandaleux. Hein, la solution que prévoit Macron, ces 45 milliards, c'est encore une fois s'attaquer au salaire, s'attaquer aux droits des salariés et rendre possible la rentabilité financière du capital, alors que si l'on veut effectivement sauver les entreprises, et Axel disait à juste titre qu'il y a des tas d'activités qui sont en train de s'essouffler ou de disparaître, si on veut sauver les entreprises, c'est un moratoire de leurs dettes qu'il faut créer. Les entreprises doivent ne pas avoir à rembourser leurs dettes, ne pas avoir à payer de dividendes, ne pas avoir à payer de remboursement de dettes et d'intérêts, ce qui va assécher les marchés financiers au lieu qu'on est en train de les gaver une fois de plus. On sait ce que ça donne, de l'austérité ensuite pendant des années et des années. Avant de te laisser répondre, Axel, niveau scandale, il y a Darmanin qui avait proposé une solution et qui invitait en fait les Français à faire des dons pour soutenir les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution? Non, mais c'est un scandale total. Hein. C'est un scandale. Je ne sais pas si c'était Je ne sais pas si c'était une blague du 1er avril ou pas, mais en effet, parfois, la fiction rejoint la réalité parce que le Gorafi avait fait un article dessus, je crois, l'année dernière, où il disait que Emmanuel Macron lance une cagnotte Litchi pour se substituer à la sécurité sociale et à l'impôt. Et bon, là, on voit en fait que la fiction rejoint la réalité, quoi. Mais donc oui, c'est quand même complètement absurde. Mais sur la question sur qui va payer la crise, en fait, la réponse est déjà dans la question, puisque le patronat et le gouvernement se sont déjà mis en ordre de bataille pour ce qu'ils appellent le jour d'après. Et ça s'est traduit par des choses très concrètes. Hein. Dans les ordonnances qui sont habilitées à prendre et dans les lois, l'état d'urgence sanitaire,
en dehors de quelques dispositions sur l'organisation du deuxième tour des municipales, enfin des choses quand même assez secondaires, le cœur du projet, c'est notamment la suppression de toute référence à la durée légale du travail qui est fixée à 35 heures pour passer à 60 heures, pour autoriser en tout cas le nombre d'heures travaillées hebdomadaires pouvant aller jusqu'à 60 heures. Il y a des attaques sur les congés aujourd'hui qui sont en œuvre. Elles sont d'ailleurs en train d'être déclinées, y compris à la SNCF, où l'employeur est en train d'imposer la pause de jours de congé pour pouvoir ne pas avoir à les payer ou à ne pas avoir à les accorder plus tard quand l'activité repartira. Et aussi une destruction de ce qui est, une autorisation de ne plus respecter les conventions collectives, les décrets là où ils existent, ou le code de la fonction publique pour la fonction publique, et évidemment le code du travail. Donc ils se sont déjà mis en ordre de bataille pour dire la crise, c'est les salariés qui vont la payer, et de manière à ce que dès que l'activité repartira dans les conditions qu'ils estiment réunies pour la refaire partir, qu'on charbonne comme jamais et qu'on refasse leur profit sur notre dos. Mais cette logique-là, c'est pour ça que le lexique guerrier qui est utilisé par le pouvoir, par-delà le fait qu'il y a toute cette idée il faut créer une unité nationale autour du chef de guerre contre le virus, obéit aussi à la logique qu'il y a eu dans les conflits précédents, notamment au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'était aussi ce discours-là qui était tenu en direction du monde du travail, de dire il y a la bataille de la production à remporter, il faut retrousser les manches, il faut travailler, et donc renoncer quelque part au droit pour la nation. C'est au nom de ça qu'on doit faire ces sacrifices. Mais donc la question, pour répondre à la question, oui, très clairement, ils se sont mis hors de bataille pour faire payer la crise aux salariés, et ce sera essentiellement leur rémunération qui va être la principale variable d'ajustement, quoi. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on va passer dans la deuxième partie de l'émission, on va passer aux questions du public, donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions et remarques. Pour continuer la discussion entre tous les trois, là, on est dans une période de confinement, mais tout le monde n'est pas confiné. Il y a encore beaucoup de travailleurs qui sont obligés d'aller travailler. Alors, ce sont en grande partie, quand on regarde, des travailleurs ouvriers ou des employés, mais dont les conditions de travail s'en rapprochent, c'est-à-dire que ce sont des emplois manuels et ils ne peuvent pas faire de télétravail. Et on voit aussi que les travailleurs les plus essentiels sont paradoxalement les moins bien payés. On peut par exemple penser aux caissiers, aux caissières, aux femmes de ménage, aux infirmiers, aux infirmières, aux routiers. Donc déjà, quel est votre regard sur cette situation ? Mais je voulais aussi vous demander une chose particulière à chacun d'entre vous. Tout d'abord à toi, Axel, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'ironie, vu l'actualité pré-épidémie, que ce soit souvent des catégories professionnelles dont on critiquait les régimes spéciaux, qui sont maintenant sollicités. Et pour vous, Bernard Friot, tu appelles souvent à distinguer la valeur économique capitalistique du travail, qui amène souvent à sous-payer certains emplois parce qu'ils ne sont pas vus comme rentables, alors qu'ils sont essentiels, et la valeur sociale du travail, qui se concentre tout d'abord sur l'utilité pour la société du dit travail. Est-ce que là, on n'a pas une illustration parfaite de ton propos ? Bien sûr, hein, mais c'est pas que dans le capitalisme. Hein, la valeur économique d'une activité ne mesure pas son utilité sociale, hein, dans toutes les sociétés. Parce que la valeur économique renvoie à des rapports de pouvoir, hein, et c'est pas forcément les plus utiles qui sont au pouvoir. C'est assez classique. Par exemple, hein, ce sont souvent, on le voit maintenant, hein, de manière éclatante, mais c'est en permanence caché. C'est souvent des travailleurs immigrés, des travailleurs avec des statuts professionnels extrêmement médiocres qui font le soubassement de l'activité répondant à des besoins sociaux réels. Donc c'est assez classique, hein. Mais alors dans le capitalisme, il y a une indifférence complète à l'utilité sociale de ce qui est produit, puisque ce qui est produit dans la logique capitaliste, s'entend, hein, ce qui est produit dans la logique qui est dominante, tout ça est brutaliste, produit pour mettre en valeur du capital, quelle que soit l'utilité sociale. On est prêt, par exemple, à ne pas diffuser un médicament efficace mais non rentable parce que on a besoin, les groupes pharmaceutiques, eux, capitalistes, ont besoin de développer des médicaments pas forcément plus utiles mais plus rentables, etc., etc.
Donc, l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit, c'est constitutif du capitalisme. C'est pour ça que le capitalisme ne peut en aucun cas surmonter la crise écologique dans laquelle il nous met, par exemple, hein, et qu'il ne peut en aucun cas répondre aux besoins sociaux, puisque ce n'est pas pour cela que l'on produit. On ne produit pas pour répondre aux besoins sociaux, on produit pour mettre en valeur du capital. Et alors, ceux qui produisent vraiment en réponse aux besoins sociaux sont en général, effectivement, soit dans les services publics, soit dans des conditions de travail extrêmement dégradées. Axel? Oui, comme l'a dit Bernard avec d'autres mots, mais oui, ce que ça met en lumière, c'est que le montant des rémunérations que perçoivent les travailleurs est complètement distinct de l'utilité sociale du travail qu'ils fournissent. Ça, c'est la première chose. Après, oui, il y a une ironie dans le fait que parmi les travailleurs qui sont amenés, en gros, à assurer la continuité énergétique, alimentaire ou sanitaire du territoire, un certain nombre, oui, en effet, ont été conspués pour les acquis, les droits sociaux qu'ils avaient gagnés au fil de leur lutte. Mais il y a aussi dans le lot toute une série de travailleurs et de travailleuses qui n'ont pas de régimes spéciaux, qui ont d'ailleurs, qui se caractérisent par des salaires très faibles, y compris des droits à la retraite très péjorés, des conditions de travail et d'existence mauvaises, et qui n'ont pas de régimes spéciaux. Je pense par exemple à tous ceux qui travaillent dans les magasins alimentaires. Je pense évidemment à tous ceux que je côtoie au jour le jour au nettoyage, où je pense que c'est quand même parmi les pires, puisque c'est à eux qu'on demande, évidemment, c'est différent du personnel soignant, mais par exemple, c'est à eux à qui on demande d'assurer le nettoyage, y compris la désinfection des surfaces, avec très peu de moyens et dans des conditions franchement dangereuses et qui sont complètement invisibilisées par la société, qu'il était déjà avant la crise, hein, et qui, on peut le remarquer, par exemple, même là pendant la crise du Covid-19, qui demeure toujours aussi invisibilisé. Parce que c'est normal que le personnel soignant, par exemple, qu'un hommage leur soit rendu, et c'est l'occasion aussi de rappeler la justesse et à quel point leurs revendications qu'ils ont défendues pendant 18 mois se confondent avec l'intérêt de l'immense majorité de la population. Mais il demeure des catégories comme par exemple le personnel de nettoyage qui, alors qu'ils jouent un rôle essentiel, y compris dans l'hôpital d'ailleurs, mais qui demeurent invisibilisés à ce jour en fait. Donc c'est pour ça que je voulais nuancer le truc sur, oui en effet les régimes spéciaux, ils sont tous à travailler aujourd'hui, mais il n'y a pas que eux en fait. Mais bon ça vous le savez, c'était juste pour ne pas contribuer moi aussi à cette invisibilisation, moi non plus quoi. Je voulais savoir comment chacun de vous deux, intégrait dans vos paradigmes une catégorie bien particulière de travailleurs, c'est les chauffeurs Uber et les livreurs Deliveroo. C'est une catégorie qui nous intéresse beaucoup à Parole d'honneur parce que ce sont souvent des personnes issues de l'immigration postcoloniale qui occupent ces postes. Et ils sont aussi sollicités, là, actuellement. Mais le plus dramatique, c'est que n'ayant pas de contrat de travail classique, de salaire fixe, ils sont contraints de travailler, sinon ils n'ont aucune ressource. Donc, d'abord, je voulais savoir comment un syndicaliste, mais aussi un économiste du travail aborde cette nouvelle catégorie de travailleurs. Et est-ce que cette catégorie de travailleurs n'est pas justement la catégorie fantasmée, rêvée de toute la classe capitaliste et qui a un modèle qu'elle a pour objectif d'étendre à toutes les catégories professionnelles? Ah ben, il est clair que le travail indépendant, parce qu'il s'agit là de travailleurs indépendants, hein, le travail indépendant, c'est le rêve du capital. Hein. On dit souvent que c'est le travail salarié qui caractérise le capitaliste. Rien n'est plus faux. Le travail salarié, il était conquis contre le capitalisme, au contraire. Le travail indépendant, c'est la vache à lait du capital, puisque la bourgeoisie capitaliste n'a pas à s'embêter, disons, à engluer son capital sur un territoire donné, pour une production donnée, à gérer des professionnels donnés. Non, elle peut valoriser son capital. Les actionnaires de Deliveroo, ils sont aussi actionnaires de n'importe quoi. Et ils sortent de Deliveroo dès que c'est plus rentable, ils vont ailleurs. Ils ne veulent surtout pas être employeurs des livreurs. Ils ne veulent surtout pas être liés à l'activité du transport du dernier kilomètre. Leur capital, ils le mettent en valeur à l'échelle mondiale en ne voulant assumer aucune responsabilité vis-à-vis des travailleurs, alors même que c'est eux qui décident en réalité. Hein.
si vous voulez ne pas être supprimé de la plateforme, il s'agit que vous soyez conforme aux attentes des actionnaires. Sinon, vous ne pouvez plus être livreur ou chauffeur Uber. Et donc, une première étape, c'est de requalifier en emploi salarié les chauffeurs Uber ou les cyclistes Deliveroo. Ça leur donne des droits au chômage, des droits dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont absolument indispensables. Les travailleurs indépendants aujourd'hui, ils sont absolument à poil. C'est pour ça que le capital adore les travailleurs indépendants. Mais ce n'est qu'une étape, cela, parce que beaucoup de ces personnes ne souhaitent pas avoir d'employeur. Ils aiment la forme de liberté qu'il y a à ne pas dépendre d'un employeur. Et la solution qui a été trouvée par la CGT, c'est la CGT qui a été à l'offensive tout au long du XXe siècle pour construire le statut des salariés, c'est que le salaire soit attaché non pas au poste de travail, ce qui serait le cas si les chauffeurs Deliveroo devenaient des employés de la plateforme Uber ou de la plateforme Deliveroo, d'accord, mais que leur salaire soit attaché à leur personne. C'est le cas. C'est le cas d'Axel, c'est le cas des cheminots, c'est le cas des fonctionnaires, c'est le cas des retraités, c'est le cas de tout un tas, du tiers des plus de 18 ans en France, quand on fait l'addition, qui ont un salaire attaché à la personne et qui, par exemple, dans la situation actuelle, s'agissant des fonctionnaires, ne sont pas pénalisés en termes de ressources, puisque ce n'est pas leur poste de travail et leur activité sur leur poste de travail qui décident de leur salaire, mais c'est la qualification dont ils sont porteurs à travers un grade, corps A, enfin, etc., des grades certifiés, agrégés, tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui fait que aujourd'hui, dans cette période de confinement où les indépendants sont à poil, les salariés dont le salaire dépend du poste dans le privé, c'est le privé ça, sont en grande difficulté parce que leur boîte progressivement entre en chômage partiel, voire en chômage technique, en chômage tout court. Progressivement, et leur salaire ne va pas suivre du tout. Il y aura quelques indemnisations, mais globalement, ils vont perdre énormément en salaire. Les seuls qui aujourd'hui conservent leur salaire, quel que soit le niveau de l'activité, ce sont ceux dont le salaire est lié à la personne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les chauffeurs Uber ou pour les cyclistes Deliveroo? C'est que les plateformes deviennent des coopératives qui sont la propriété des salariés. C'est ce que fait CopCycle, par exemple. Vous avez actuellement toute une coopérative à l'échelle européenne qui tend à faire que ce soit les cyclistes eux-mêmes qui soient les propriétaires de la plateforme, les copropriétaires de la plateforme, et que ces cyclistes aient un salaire à la qualification et non pas lié au nombre de courses qu'ils font. Parce que si votre salaire est lié à votre activité, ben vous n'en ferez jamais assez. Et puis jamais trop. Alors on peut être magasinier dans un entrepôt d'Amazon et là on a un casque sur la gueule qui nous décide de ce qu'on a à faire et là on est payé à l'activité. La CGT, elle a construit le salaire contre cela, justement. Nous ne sommes pas payés à l'activité. Nous sommes payés pour la qualification de notre poste ou pour la qualification de notre personne dans la fonction publique. C'est ça, l'avenir. C'est pour cela que vous avez un tel acharnement contre le statut des cheminots, un tel acharnement contre le statut de la fonction publique, un tel acharnement contre le statut de France Télécom, enfin des salariés de l'EDF-GDF. C'est parce que précisément, ils sont libérés du marché du travail, leur salaire est attaché à leur personne. Et c'est ce que nous pouvons construire pour tous. Tout le monde doit avoir un salaire lié à sa personne qui fait que ses ressources sont indépendantes du niveau de son activité. Axel, tu vas rajouter un point et je rajouterais, est-ce que c'est pas très difficile pour les syndicats d'organiser ce genre de travailleurs en raison de leur précarité? La CGT, pour le coup, organise, alors depuis peu, ça fait je crois 1 ou 2 ans, mais il y a des syndicats de coursiers qui se sont montés il n'y a pas longtemps.
à ma connaissance, il n'y en a pas eu, du moins à la CGT, je parle. Hein. Peut-être qu'il y en a eu d'autres organisations, chez les chauffeurs Uber pour ce qui concerne la CGT, mais par contre, chez les coursiers, il y en a eu plusieurs cas, avec notamment les grèves, ou du moins ce qui s'apparente à des grèves, où c'est concrètement c'est où plusieurs livreurs de façon simultanée se déconnectent de l'application sur une durée collectivement décidée ensemble, donc avec des conflits sociaux qui ont émergé, je crois, notamment vers Bordeaux, essentiellement, et peut-être en région parisienne aussi, mais il faudrait que je vérifie. Et évidemment, pour répondre à la première question, donc c'est difficile, c'est difficile d'organiser ce milieu-là, mais pas impossible, comme l'a démontré la CGT dans plusieurs villes. Mais évidemment, c'est l'aboutissement du rêve patronal, ce type, j'allais dire de contrat, mais c'est l'absence de contrat, puisque le lien de subordination est le même. C'est-à-dire que ce n'est pas le salarié qui décide du niveau d'activité en réalité, ou même qui décide de la charge de travail à se répartir. C'est même pas lui qui décide du montant de la rémunération de sa tâche, mais il est payé à la tâche et il est de fait subordonné à un employeur qui a le pouvoir de le licencier, sans même le licencier dans la forme, puisqu'il suffit juste de le déconnecter d'une application, et il a peu ou pas de recours pour le faire. Donc, il est subordonné à un employeur, comme moi je le suis, ou comme les salariés du privé le sont, mais c'est vrai que malgré cette subordination, on a réussi au fur et à mesure des fils des luttes à imposer certaines garanties. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné le pouvoir dans l'entreprise, mais on a gagné certaines garanties qu'on peut opposer à l'employeur. Alors parfois il le respecte, parfois il ne le respecte pas et on se bagarre en ce sens-là. Mais ce niveau-là n'est même pas accessible dans l'immédiat pour ces salariés-là qui... C'est peut-être un nouveau salarié au XXIe siècle, dans la mesure où le contrat de travail est inexistant et leur employeur leur donne les missions effectuées par smartphone. Mais en réalité, ça ressemble beaucoup à la philosophie des tâcherons qu'il y avait au début du siècle dernier ou le siècle précédent, le travail à la tâche et l'absence de toute garantie où le pouvoir de l'employeur était absolu. Alors, y compris dans les entreprises où il y a des conventions collectives, le pouvoir de l'employeur est quasi absolu. C'est lui qui détient toujours le pouvoir d'organisation, de sanction, de licenciement. C'est lui qui décide. Et c'est lui seul qui décide. Mais on peut lui opposer quelques garanties collectives et aussi quelques droits si on perd l'emploi, qui n'est pas le cas de ces salariés-là. Et donc oui, c'est très problématique. Et on aurait tout intérêt à collectivement revendiquer comme première étape la fin de ce type d'emploi et que doit être reconnu comme de l'emploi salarié, avec à minima les mêmes garanties qui vont avec quand on perd l'emploi. Mais et puis ça doit être une première étape parce qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Alors, je vais poser une dernière question et avant de passer aux questions du public. Donc, encore une fois, les auditeurs, vous pouvez continuer à poser vos questions. Là, on est en train de faire les sélections, donc vous posez dans la section commentaires. Dans beaucoup de vos interventions, dans beaucoup de tes interventions, Bernard, tu te montres particulièrement critique envers les mouvements sociaux actuels et envers les syndicats, en les accusant notamment d'être plutôt dans la défensive, dans une position de quémandeur et surtout d'avoir perdu le côté révolutionnaire en prenant le problème dans le mauvais sens. Selon toi, aujourd'hui, le conflit se fait sur le partage de la valeur, en gros, pour résumer très, très grossièrement, sur le partage du gâteau, alors qu'il faudrait plutôt interroger sur ce qu'est la valeur, sur ce qu'est le gâteau et comment on le fait. Tu as cette formule, qui décide de la valeur a le pouvoir. Et tu dis aussi qu'une révolution, ce n'est pas un changement de régime, mais un changement dans la définition de la valeur. Est-ce que tu penses que c'est le fait de prendre le problème dans le mauvais sens qui explique la faiblesse des syndicats actuels, ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Et toi, Axel, qu'est-ce que tu répondrais à ces critiques? Est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas? Moi, je ne suis pas critique du syndicalisme, hein, je précise quand même, moi, je suis moi-même un syndicaliste et je suis au contraire un défenseur extrêmement ferme des organisations syndicales de classe, hein, parce qu'il y a quand même quelques collaborateurs de classe aussi. Mais là où effectivement j'invite à comment dire, mais modestement parce que je suis moi-même syndicaliste et je connais la difficulté de l'action syndicale, hein, j'invite à un déplacement de l'action syndicale, c'est que collectivement nous acceptons trop le type de travail qui nous a imposé alors que nous sommes en désaccord avec lui. On n'est pas d'accord pour, je sais pas quoi, moi, vendre à tout prix des trucs dont on sait qu'ils sont pas indispensables, mais on le fait parce que notre emploi est lié à cela. On n'est pas d'accord pour tel programme d'enseignement, mais on enseigne quand même le truc parce que, etc. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus maintenant
échappé collectivement à, à la nécessité de prendre en main le travail concret. Ça n'est plus possible, et c'est d'ailleurs ce qui attire, par exemple, des jeunes dans des plateformes collaboratives, c'est qu'ils ont l'impression de maîtriser, disons, leur travail concret. Et ils ont envie aussi beaucoup de faire un travail concret qui ait du sens, dont ils soient fiers. Alors que, hélas, dans beaucoup d'entreprises ou dans des services publics aujourd'hui, les travaux qui sont imposés n'ont pas de sens et on n'en est pas fier. Et donc, il s'agit collectivement, et ça, c'est une bataille syndicale, et donc les syndicats là sont en première ligne, il s'agit d'organiser la souveraineté des travailleurs sur leur travail même. Ne pas uniquement conquérir des droits en faisant des travaux avec lesquels on est en désaccord, mais mettre notre travail en conformité avec notre déontologie, avec notre éthique, avec ce que nous estimons. Il y a un tel enjeu aujourd'hui, je sais pas moi, prenons, Axel est là pour pouvoir en témoigner, la SNCF en est à transporter, je sais plus combien, 6 à 8% du fret. Enfin, c'est un scandale total. D'un point de vue écologique, le fait d'avoir mis le fret ferroviaire sur la route est absolument scandaleux. Mais tant que les travailleurs du transport ne s'organiseront pas de sorte que ce transfert ne puisse pas avoir lieu, on sera dans la plainte, on sera dans etc. Mais tant que, par exemple, les programmes d'enseignement de sciences économiques et sociales dans les lycées ont été changés de façon scandaleuse contre l'avis des enseignants, mais tant que les enseignants ne s'organiseront pas pour refuser de fait les programmes qui sont imposés d'inspiration patronale pour organiser leur enseignement selon l'éthique qui est la leur, on ne pourra pas progresser. Je crois qu'il y a un nouveau front pour l'action syndicale qui est contre les directions, les directions qui sont complètement serviles, complètement acquises au capital, y compris dans les services publics, avec le New Public Management. Il s'agit de conquérir, parce qu'elle n'a jamais été vraiment effective, conquérir la souveraineté sur le travail concret. Axel ? Oui, justement, en tout cas, ça, moi, en tant que militant syndical, je donne une impulsion, enfin une dimension politique aussi à l'action syndicale. Et il y a dans la charte de la CGT notamment cette double besogne qui est évidemment, il y a un aspect un peu immédiat qui est la défense des intérêts de façon immédiate quand on a un problème avec l'employeur ou avec la plateforme numérique, si c'est ça l'employeur. Mais il y a une dimension fondatrice du syndicalisme, en particulier celui de la CGT, qui a tendance à être délaissée, c'est vrai, dans son action quotidienne, mais qui est de poser la question du pouvoir dans le monde du travail. Qui c'est qui décide? Qui c'est qui répartit la production entre les salariés? À quelle fin on produit? Et ça, c'est des éléments que les militants doivent porter dans les entreprises et armer les collègues autour d'eux sur ces questions et leur dire clairement que notre perspective, c'est la prise du pouvoir. Parce que cette situation, comme le disait Bernard, si à un moment donné, justement, on ne conteste pas le pouvoir des directions d'entreprise, si on ne conteste pas le pouvoir du patronat de décider, y compris donc de licencier qu'il a sur nous, on sera systématiquement cantonné à un rôle soit de défense de certains droits ou éventuellement quelques garanties supplémentaires, mais dans un cadre dans lequel on demeure des subordonnés, dans lequel on n'est pas maître de ce qu'on produit, dans lequel on n'est pas maître de nos vies, tout simplement. Et je suis convaincu que l'avenir de l'humanité, pour que ces intérêts soient satisfaits, en ce qui concerne la majorité de l'humanité, les travailleurs ont un rôle essentiel à y jouer, puisque c'est eux qui produisent les richesses, donc c'est eux qui peuvent déterminer, qui peuvent impulser par leur action collective un changement de société. Et de ce point de vue-là, comme ça se passe dans le monde du travail, les syndicats, en tout cas révolutionnaires, ont un rôle fondamental à y jouer. Mais pour ça, en effet, il faut que les militants ils portent ces questions, pas de façon abstraite, mais aussi dans les luttes qu'ils mènent. C'est-à-dire que dans les luttes qu'on mène, dans la façon dont on les mène, on pose la question du pouvoir. Qui c'est qui dirige? Comment on s'organise? Et ça, des traductions
y compris dans la façon dont on mène les luttes. Parce que c'est pas pareil si on a cette perspective-là. Ça veut dire qu'on va, par exemple, organiser des assemblées générales dans lesquelles on va faire prendre des décisions aux travailleurs qui vont s'organiser eux-mêmes, ne serait-ce que pour se substituer au versement du salaire du patron qui ne va pas nous verser parce qu'on est en grève. Peut-être qu'on va prendre des décisions, y compris d'interdire l'accès des emprises. On va prendre le pouvoir pour interdire l'accès aux entreprises dans les piquets de grève ou de blocage. C'est-à-dire qu'on pose la question du pouvoir, on le conteste et on affirme notre légitimité à diriger cette société, à commencer évidemment de l'entreprise dans laquelle on est, mais plus globalement, ça ne se joue pas au niveau d'une entreprise, mais au niveau de l'ensemble de notre classe sociale. Et oui, je pense que le rôle d'un syndicat digne de ce nom, c'est de poser cette question-là aussi, celle du pouvoir dans l'entreprise. Et donc, par extension, de la société. On va passer tout de suite aux questions des auditeurs, donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Il y a d'abord Abder qui demande le coronavirus est-il le sauveur des banques et autres entreprises en difficulté, à savoir renflouer leurs caisses par les États en mettant leurs déficits sur le dos de l'épidémie? Non, mais ça c'est clair, mais ça c'est tout le temps comme ça. Alors attention, Bernard, vous entendez? Oui. Ouais, vous pouvez répéter parce que là il y a eu un peu un bruit, on n'a pas entendu. C'est tout le temps comme cela, c'est tout le temps. Hein. Et c'est pour cela que Macron a endossé son uniforme de chef de guerre. Hein. C'est pour dire serrons-nous les coudes, mais serrons-nous les coudes, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça a donné en 2007. En 2007, effectivement, les États ont transformé les dettes privées en dettes publiques. Et l'endettement des États, ensuite, s'est traduit par un effondrement des services publics dont on voit le résultat aujourd'hui clairement en matière de santé, mais dont on voit le résultat dans la disparition de la poste, des gares, enfin de tout ce qui fait notre vie quotidienne, qui progressivement est complètement délitée. Donc oui, bien sûr, évidemment. La solution capitaliste à une crise, c'est toujours évidemment de renforcer les causes mêmes de la crise. Et donc, il y aura une crise encore plus forte plus tard. C'est pour cela que la sortie du capitalisme est la seule réponse au coronavirus. Axel? Oui, en effet, il y aura un effet d'aubaine pour toute une série d'entreprises qui vont profiter pour passer par perte et profit avec différentes aides d'État, notamment, qui vont utiliser ça comme prétexte. Et je ne parle pas évidemment, parce qu'après, on peut nuancer évidemment le monde capitaliste selon la puissance des entreprises, c'est-à-dire les grosses multinationales avec une entreprise d'une taille plus modeste, évidemment, mais pour moi, ça reste quand même le monde du capital. Mais par exemple, des entreprises comme la SNCF, on l'oublie souvent, mais la SNCF, par exemple, aujourd'hui, est en train de solliciter des aides de l'État pour faire face à cette crise. Mais c'est, par exemple, une entreprise qui n'a pas besoin de ça parce qu'on l'oublie, mais c'est une multinationale qui est présente par des innombrables filiales qui se comptent en milliers, qui est présente dans les 5 continents, qui a largement de quoi tenir ce genre de crise. Elle est large, pour ainsi dire, et qui va en profiter, et qui le fait déjà là, et qui est en train de se ruer pour voir dans quelle mesure va pouvoir tirer un peu des aides qui vont se compter en centaines de millions d'euros, je crois, dans son cas, voire quelques milliards, et qui est en train de se précipiter au guichet de l'État, et ce sera pareil pour l'ensemble des grands groupes industriels. Donc, ça va servir, oui, en effet, d'aubaine pour un certain nombre d'entre elles. Oui, ça, c'est une évidence. Alors, on continue. Il y a Amine CH qui dit « L'Union européenne s'illustre par son absence de solidarité avec l'Italie sur le plan économique, car l'Allemagne refuse de mutualiser l'endettement provoqué par la crise sanitaire. Quelles conséquences cela aura-t-il à long terme ?» Ah ben, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Hein. On voit très bien qu'en matière d'immigration, Schengen confie aux pays qui accueillent les migrants, donc l'Italie, la Grèce, enfin ceux qui sont directement en contact avec l'arrivée des migrants, le soin de les accueillir et en plus les refoule, puisqu'ils ont été schengenisés, comme on dit. Ils ont donné leur identité dans un pays d'accueil et ensuite, quand ils arrivent en France, ils sont refoulés. Moi, j'habite la vallée de la Roya, je sais ce que ça veut dire que de dépenser 60 000 euros par jour pour entretenir 400 gendarmes qui font la chasse aux migrants. Hein. Et évidemment, le réflexe italien, qui est un peuple tout à fait
tout à fait accueillant. Il faut voir combien l'accueil qu'ils font des migrants est bien supérieur au nôtre. Le réflexe de la classe dirigeante italienne, ça va être une espèce de populisme qui euh, fait du refus de l'immigration une carte de visite scandaleuse mais payante. Donc, l'Union européenne n'est absolument pas capable d'assumer de manière écologiquement, anthropologiquement juste quelques problèmes internationaux que ce soit une pandémie, que ce soit les questions de commerce international, les questions des migrations. Enfin, la migration est un droit absolu. La circulation des personnes est un droit absolu. Il faut supprimer les visas. Si on supprime les visas, ben, ma foi, on supprimera le port en Méditerranée, évidemment, parce qu'il n'existe que parce qu'il y a des visas. Mais pour faire cela, pour avoir cette politique d'accueil, il faut montrer que le travail est infini. Il faut sortir du capitalisme. Le capitalisme, c'est ce qui, encore une fois, détruit le travail vivant au bénéfice du travail mort. Nous remplace par la machine. Alors, il faut remplacer par la machine certains travaux. Mais globalement, c'est faire comme objectif général le remplacement du vivant par la machine, c'est un objectif absolument fou, qui fait que dans un pays comme la France, les travailleurs ont peur de perdre leur emploi et que ça peut susciter un réflexe de xénophobie. Et la réponse à ce réflexe de xénophobie, ça ne peut être que le fait de sortir le travail de sa pratique capitaliste, de montrer que, mais non, si on veut faire une agriculture biologique, une agriculture au service de la santé, mais c'est pas 500 000 exploitants agricoles de l'agrobusiness qu'il faut, c'est 3, 4, 5 millions de paysans. Et là, nous sommes un pays qui peut accueillir des tas de populations autres que les actuels présents sur le territoire. Axel? En fait, ce que ça révèle en effet sur la question de l'Union européenne, c'est que, en tout cas, même du point de vue des bourgeoisies, en réalité, en tout cas, l'Union européenne ne remplit pas le rôle, parce que ce n'est pas en tout cas le rôle qui lui a signé pour l'instant, de celui d'un État, puisqu'on voit que là, clairement, ce qui prend le dessus en dernière analyse, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une politique commune, hein. Ils ont une politique commune qui consiste notamment à se mettre d'accord pour injecter des liquidités, etc., sur les marchés à nouveau pour essayer de maintenir une ligne de flottaison du point de vue économique. Mais en dernière analyse, ça demeure les États nationaux où chacun se replie sur soi en réalité et c'est chacun pour sa gueule, y compris pour notamment la fourniture, ne serait-ce que des trucs très basiques, hein, sur la question des masques ou sur la question de la réponse sanitaire commune, ne serait-ce que la mutualisation de certains moyens sanitaires, elle n'a pas lieu. Donc on verra les conclusions politiques qui en seront tirées par la majorité de la population. Mais ce que j'espère en tout cas, ce qui la majorité va en tirer, c'est que c'est en aucun cas un outil qui permet de répondre aux besoins de l'immense majorité de la population. Ce n'était déjà pas le cas au niveau en termes de droits sociaux, ce n'était pas le cas en termes de droits démocratiques et ça n'a contribué et ça ne contribuera en rien en termes de réponse à la crise sanitaire. Et puis évidemment sur la question des migrations et des frontières qui ont été instaurées, ça ne répondait déjà pas compte des drames qui se nouent en Méditerranée et de la politique hostile aux migrants qui est en cours en Union européenne. Ça c'était préexistant à la crise. Mais sur l'ensemble de ces sujets, l'Union européenne ne répond pas aux intérêts de l'immense majorité de la population. Donc, à savoir que j'espère que la conclusion politique qu'ils vont en tirer, c'est que cet outil-là doit être détruit, à mon sens. Après, ça ne suffit pas, hein. La sortie de l'Union européenne en soi, ce n'est pas une politique en soi. On le voit par exemple au Royaume-Uni, où c'est pas parce que le Royaume-Uni engage un processus de sortie de l'Union européenne que Boris Johnson va se transformer en antiraciste, en anti-impérialiste, ou va engager une sortie du capitalisme. Donc ça ne suffit pas en soi, mais en tout cas, j'espère que la conclusion politique qu'ils vont en tirer, et ce sera aussi aux militants de la défendre, c'est que cet outil-là ne correspond pas aux intérêts de la majorité de la population et certainement pas des travailleurs. Alors, c'est Amin Hassani qui demande
Avec un salaire à la qualification personnelle pour tous, certains décideront de ne plus travailler du tout et donc de ne plus participer à la production. Cela signifie-t-il que les autres produiront pour eux? Je trouve qu'il y a derrière cette question une acceptation que le travail ce soit quelque chose dont on cherche à se débarrasser. Et que dès lors qu'on aurait un salaire, on ne voudrait pas travailler. Mais le travail, ça fait partie de notre vie, c'est une dimension essentielle. C'est parce que nous nous confrontons aux autres, parce que nous négocions avec la nature, que nous utilisons nos mains, notre intelligence, etc., que nous nous confrontons à l'altérité, pour dire un mot savant, que l'on est nous-mêmes des individus debout. Si on ne travaillait pas, mais qu'est-ce que nous serions? Nous serions fous, tout simplement. Enfin, euh, la forme de disqualification du travail dans lequel la classe dirigeante nous enferme aujourd'hui, parce que elle est devenue incapable d'organiser le travail sur un mode positif. Et elle a tout intérêt à ce que se répande l'idée que le travail, c'est de la merde. Mais le travail, c'est pas de la merde. Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est le cœur de nos existences dès lors que nous sommes souverains sur le travail. Donc, à partir du moment où le salaire à la qualification personnelle donc le droit au salaire comme droit politique, le fait que de 18 ans à notre nom, nous ayons un salaire, qu'on démarre à 1700 € à 18 ans, quel que soit le passé scolaire, quel que soit le handicap, et puis qu'on puisse progresser. Moi, je propose jusqu'à 5000 €. Ceux qui ont besoin de plus de 5000 € pour moi pour travailler, c'est qu'ils font vraiment de la merde. Hein. Mais vous voyez, un rapport de 1 à 3, en gros, entre 1700 et 5000 €. On passe des épreuves de qualification, et ça jusqu'à notre mort. Et on peut progresser en qualification jusqu'au plafond de 5000 €. Mais cette proposition-là, qui nous libère de l'aléa du marché du travail ou de l'aléa de notre réussite sur le marché des biens et services sur des travailleurs indépendants, elle est inséparable de la proposition de souveraineté sur le travail, de propriété des entreprises. Mais moi, depuis 40 ans, mais je n'arrête pas de travailler parce que mon travail me passionne, parce que je suis souverain. Mais justement, est-ce que cette dévalorisation du travail n'est pas aussi liée au fait qu'il y a beaucoup de gens qui occupent des emplois que eux-mêmes savent qu'ils sont inutiles? Mais les bullshit jobs. C'est bien pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut le nouveau front pour moi pour l'action collective, qu'elle soit syndicale ou pas. Ensuite, certains se reconnaissent ou pas dans les syndicats. Moi, je suis un fervent défenseur des syndicats, mais je ne fais pas non plus une condition sine qua non que ce soit dans un syndicat qu'on s'organise. Mais l'action collective, ça doit devenir maintenant conquérir la maîtrise sur le travail, ne faire que des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, avec lesquels nous ne sommes pas en désaccord, ne faire que des travaux dont nous sommes fiers. Alors, on va continuer. Sultan Galiev qui demande: si le capitalisme poursuit des crises, il évolue et avance aussi à travers elles. Cette crise n'est-elle pas l'annonce d'une nouvelle radicalisation des politiques néolibérales? Qui veut commencer? Axel, vas-y. En fait, la réponse, on l'a déjà évoquée un peu plus tôt dans l'émission, puisque les premières réponses, notamment en France, mais quand on regarde dans les autres pays, c'est globalement à peu près la même chose. Alors, il y a des nuances selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, ça se passe un peu différemment, mais c'est le même fond, où il y a au contraire une grande radicalisation, comme l'a dit Sultan Galiev, des attaques contre le salariat et dans lequel on les prépare à faire payer la crise. Et c'est déjà le cas dans certains pays. Donc c'est sûr que pour restaurer ses marges, restaurer son activité et restaurer son taux de profit le plus rapidement possible, les attaques vont s'approfondir. Et j'appelle quand même à prendre conscience que les ordonnances là, qui sont passées, ce n'est pas marqué le temps de la pandémie. Enfin, c'est pas marqué le temps qu'elle doit être valable, le temps de la pandémie ou le temps du confinement. La première date butoir dans laquelle ils mettent, c'est le 31 décembre en fin d'année. Et il est évident que le patronat, une fois qu'il aura eu ses outils à disposition, ne va pas dire « Ah oui, bon, la crise, elle est finie, donc maintenant on retourne comme s'il n'y rien n'était au jour d'avant. Il est évident qu'une fois qu'elle a ses dispositions, ses outils à sa main, qui auparavant pouvaient même sembler tabous, même dans le débat public,
ne va pas les relâcher si facilement que ça. Il en est de même d'ailleurs, je pense aussi sur les libertés publiques, parce que mine de rien, cette histoire de déplacement si sévère, donner autant de pouvoir, plus qu'il n'avait encore aux forces de répression pour contrôler les déplacements des gens, alors il est probable aussi que certaines de ces dispositions soient pérennisées. Alors peut-être pas sous la forme telle qu'elle existe aujourd'hui, hein, à la lettre, mais par exemple les dispositions de l'état d'urgence qui ont été à la suite des attentats là, en 2015, je crois, une partie est pérennisée dans le droit de façon pérenne. Et d'ailleurs, y compris la SNCF, on en a souffert puisqu'ils ont utilisé certaines de ces dispositions pour licencier des cheminots sans passer par le conseil de discipline, sans même passer par la procédure disciplinaire, au nom de dispositions héritées de l'état d'urgence qu'ils avaient pérennisées dans le droit. Donc il a fort à parier que, y compris sur le domaine économique, le domaine politique, les libertés démocratiques et collectives, tout ce qui a été suspendu pendant cette période, la classe dirigeante va évidemment pas y renoncer aussi facilement que ça au 1er janvier l'année prochaine. Ça me semble une évidence, et donc pas de boule de cristal pour l'instant, mais oui, on sait que c'est à peu près ça les coordonnées de la situation et que c'est comme ça que va se poser les termes du débat dans les mois à venir. Je rajouterais, est-ce que, avant que tu répondes, Bernard, donc là, on parle du fait que ça peut radicaliser les stratégies néolibérales. Ça rappelle un peu le livre de Naomi Klein sur les stratégies du choc, le fait que les néolibéraux profitent de certaines catastrophes pour faire passer des lois et des mesures que sinon, pour profiter de l'apathie, parce que sinon, ça n'aurait jamais été possible. Mais est-ce que dans le sens inverse, est-ce que plutôt que d'être inquiet de cette crise, est-ce que les forces révolutionnaires, les forces qui souhaitent un changement de société, que ce soit les marxistes ou les communistes, ou bien nous, les décoloniaux, on ne devrait pas se dire qu'au contraire, on devrait entrer dans l'action et se saisir de ces périodes de troubles pour redoubler l'effort et voir ces périodes comme une manière de faire triompher les idées. Parce que c'est dans ces périodes actuelles exceptionnelles que c'est peut-être des moments propices pour renverser un peu les rapports de force, non? C'est pour moi, ça, ou c'est pour Axel? Oui. Pour deux, mais on va faire avec… D'accord. Toute période, hein, de toute façon, doit être l'occasion de se mobiliser. Mais aujourd'hui, des tas d'yeux s'ouvrent. Par exemple, pour revenir à ma spécialité professionnelle, je dirais, à savoir les questions de sécurité sociale et de salaire, des tas de gens se rendent compte que c'est les salariés dont le salaire est lié à la personne qui aujourd'hui ne sont pas pénalisés par la baisse de l'activité. Et que l'enjeu ensuite, c'est de montrer que c'est pas des privilégiés, ces gens-là, hein, que ces conquêtes-là, il s'agit de les étendre à tous, hein, et de se battre pour que personne ne soit dans la situation des travailleurs indépendants actuels et qui, encore une fois, sont à poil, ou de travailleurs dont le salaire est lié à l'emploi, au contrat de travail, et qui vont se trouver très pénalisés par du chômage technique. Évidemment que les yeux s'ouvrent sur le fait que notre rapport au vivant est devenu totalement pathogène et que nous ne savons pas quelle sera la prochaine pandémie. Et donc que nous devons conquérir la maîtrise sur notre travail pour ne plus accepter les boulots de merde, ne plus accepter les boulots dont nous savons qu'ils ont des effets écologiques ou des effets anthropologiques désastreux. Il ne faut pas faire des objets à obsolescence programmée, enfin c'est un véritable scandale, etc. etc. Donc bien sûr, il faut se saisir du fait que des yeux s'ouvrent aujourd'hui sur des réalités qui ne sont pas nouvelles, hein, mais dont on n'avait pas forcément une claire conscience tant qu'on n'était pas dans une situation totalement inédite de confinement. Profiter de cela pour faire avancer l'idée que nous devons devenir souverains sur le travail, nous devons avoir un salaire comme droit politique et sortir de l'aléa du marché du travail. Axel, tu veux rajouter un point ou pas sur cette question? Parce que oui, je pense qu'en effet, cette situation, elle met déjà en lumière, ça a été évoqué dans l'émission, les antagonismes et les intérêts fondamentalement opposés entre les classes qui structurent la société.
puisqu'on le voit aujourd'hui, d'une part, dans la bagarre qui est menée dans plein d'entreprises aujourd'hui, où on sait qu'en l'état actuel des connaissances médicales, où on ne dispose pas encore d'un traitement ou d'un vaccin, il est vrai que la meilleure solution, et c'est repris par le corps médical, c'est le confinement, c'est-à-dire rester chez soi. Ça, c'est l'intérêt que va percevoir très facilement la majorité de la population, c'est à savoir ceux qui travaillent. Or, en face de eux, ils ont des employeurs qui les poussent, et là aujourd'hui ils sont en train de le faire, on va le voir là pendant la semaine qui vient, qui est en train de pousser à la reprise de la production au maximum dans un maximum de secteurs, au-delà de ce qui tourne déjà. Où clairement la question qui est posée, est-ce que c'est nos vies qu'on préserve ou est-ce que c'est leur profit à eux qu'il faut préserver en priorité, puisque c'est en ces termes-là que c'est posé. Si la santé c'était l'objectif prioritaire, en fait personne n'irait au travail à part éventuellement ceux qui sont absolument indispensables pour maintenir l'approvisionnement en énergie, pour faire fonctionner les hôpitaux, pour être sûr que tout le monde ait à manger. Donc ça pose déjà cette question, ça permet une maturation politique. La deuxième chose aussi, c'est que ça, mine de rien, ça révèle certaines choses. Alors c'était peut-être un imprévu, mais y compris des choses comme la lutte, par exemple, contre le réchauffement climatique. On voit aussi que c'est avant tout une question de volonté politique, puisque là aujourd'hui, au vu de l'ampleur de la pandémie, y compris les bourgeoisies ont pris la décision d'arrêter ou de réduire en grande partie la production, ce qui a eu comme corollaire une baisse drastique des gaz à effet de serre. Ce qui prouve aussi que c'est une question de politique et de priorité. Donc c'est aussi un biais par lequel on peut, prendre les choses. Et je pense en effet que cette période de crise, pour peu qu'il y ait des militants qui défendent une politique, qui contribuent dans leurs discussions, armer collectivement les gens qu'ils ont autour d'eux, à s'enrichir des échanges qu'ils ont avec eux, peuvent porter, y compris une perspective de transformation de la société, parce que ce qui est clair, c'est que, en tout cas, elle marche sur sa tête, quoi. Et le Covid le montre aussi en grande partie, quoi, que cette société marche sur la tête et que, en tout cas, les priorités qui sont les nôtres ne sont pas celles de cette petite minorité qui dirige le monde aux quatre coins de la planète. Alors là, j'ai une question qui est encore adressée à toi, Bernard, je pense. Oui, c'est ça. C'est Bilal CH qui dit « Vous dites que la richesse est produite par les travailleurs et qu'il faut faire disparaître le profit capitaliste pour le répartir entre les travailleurs. Mais les travailleurs en France profitent aussi de l'exploitation des travailleurs du Sud. Pour prendre un exemple concret, le salaire à la qualification personnelle de 1 500 € d'un travailleur en France, le plus bas niveau que vous envisagez, permet de payer des factures d'électricité de 50 ou 100 € parce qu'un travailleur des mines d'extraction d'uranium au Niger touche 150 €. Comment intégrer cette problématique pour créer un modèle plus juste pour les travailleurs du Sud? Certainement, hein, les salaires ne sont pas... Moi, je donne une situation qui est viable aujourd'hui, mais il est clair que lorsque nous allons prendre le pouvoir dans l'entreprise, ça va se traduire par le fait que nous allons passer des accords internationaux tout autres que ceux du capital, et que il est possible que ça se traduise effectivement par des baisses de ressources, parce qu'une forme de pillage aura disparu. Il est possible aussi que ça se traduise non pas par des baisses de ressources, mais par un maintien des ressources, parce que nous aurons supprimé les 15% de la production qui sont empochés pour ne rien faire par la bourgeoisie capitaliste, puisque le coût du capital, c'est à peu près 300 et quelques milliards sur les 2000 milliards que nous produisons, et que nous allons évidemment supprimer le coût. Il est possible aussi que effectivement, nous modifions notre mode de vie, de sorte que, je sais pas quoi, moi, l'usage permanent d'outils qui n'ont pas besoin d'être utilisés en permanence, comme je sais pas quoi, les téléphones portables, je sais pas quoi, fera que notre pression sur les métaux précieux, je pense au Niger, je pense à des pays qui sont maintenant dans une situation de totale soumission à nos diktats industriels, cette pression va forcément s'atténuer, parce que nous allons, à partir du moment où on est, voilà, la question pour moi centrale, c'est à partir du moment où on fait un travail dans lequel on est passionné.
on n'a plus besoin de tout un tas de compensations dans la consommation. Euh, nous, 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 nous ne... Quelqu'un qui est passionné par son travail n'a pas besoin de multiplier des consommations inutiles. Je pense que le capitalisme, il nous tient par la séduction de l'objet consommé. Mais on voit très bien que ça répond pas à notre attente profonde. Notre attente profonde, notre désir profond, c'est de ne faire que des choses utiles à la société et de pouvoir les faire. Et donc là, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que à partir du moment où nous renoncerons à une forme de pillage, il faudra que nous revoyions à la baisse nos consommations, mais que revoir à la baisse nos consommations ne signifie pas forcément être moins heureux, euh, parce que toute une partie de nos consommations sont inutiles. Je rappelle que toute une partie de nos productions ne sont pas consommées aussi. Le tiers de la production agricole est jeté. Euh, euh, par ailleurs, ce que j'espère, moi, c'est qu'à partir du moment où un peuple, et ce ne sera pas forcément la France, alors là, je souhaite à partir du moment où un peuple libère le travail du carcan capitaliste, mais ça va faire des tas d'émules partout, et que les, les, les pays qui sont aujourd'hui sous le joug de multinationales capitalistes, ma foi, se joue, en tout cas s'agissant des multinationales basées en France, il va disparaître, puisque nous serons devenus propriétaires de ces multinationales et que nous ne les utiliserons pas comme le font actuellement les capitalistes. Le changement de la valeur du travail, ça change aussi le changement de la valeur de la consommation, grosso modo. On change mais la valeur notre consommation, est de même que les loisirs sont à l'image de notre travail et que à travail aliéné, loisir aliéné, de même à travail aliéné, consommation aliénée. Je pense que la libération du travail, c'est le cœur d'un mode de vie complètement nouveau qui pourra nous fournir des satisfactions sans pillage des pays étrangers. Alors, il est moins quart, je vous propose qu'on continue encore 15 minutes avec 2-3 questions. Est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr. Oui. Alors, Sultan Galiev qui demande l'acceptation répandue de la responsabilité individuelle face à la crise avec le confinement n'est-elle pas aussi le signe que la majorité des citoyens a fini par intégrer le fait que l'État ne peut pas tout gérer comme une soumission pratique à l'idéologie de l'État néolibéral? Qui veut commencer? Est-ce qu'on a intégré le fait que l'État ne peut pas tout? Je pense que, disons, la réponse, quand on regarde, elle est contradictoire dans la mesure où il y a quand même une conscience que combattre, disons, cette pandémie passe par des équipements en termes d'équipements sanitaires, en termes d'hôpitaux, en gros, qui fonctionnent avec les moyens qu'on donne et donc qui ne peuvent pas être juste une affaire individuelle. Ça, quand même, la conscience, elle semble assez acquise. En revanche, ce qui est vrai, c'est que bon, après, je ne sais pas si c'est exactement la question qui était posée, mais on voit parfois aujourd'hui, sur un ton un peu moralisateur, si c'était la question de la responsabilité individuelle, des gens, par exemple, qui font la morale sur par exemple, des gens qui n'auraient pas respecté le confinement ou des gens qui critiquent telle ou telle personne ou tel quartier, en particulier dans les quartiers populaires. Mais bon, ça révèle d'autres choses en général que la responsabilité individuelle. Comme quoi, il y aurait comme quoi, en effet, la responsabilité individuelle permettrait que la lutte contre la pandémie devrait reposer sur en gros, une action individuelle. Donc il y a une partie pour laquelle c'est vrai, mais je pense quand même que la conclusion qui est majoritairement tirée dans cette période-là, c'est qu'il faut en gros un collectif dans lequel on alloue des ressources vers des hôpitaux publics et dans lequel il faut financer par un effort collectif. Et donc, je n'aurais pas forcément de questions, c'est un peu tôt pour tirer les conclusions politiques en ce moment, mais j'ai l'impression quand même que majoritairement, ce que les gens y voient,
c'est que les équipements collectifs qui sont censés nous défendre collectivement, en particulier l'hôpital, ont été dépouillés des moyens qu'ils auraient dû avoir pour pouvoir protéger efficacement la population qui sont censés servir, quoi. Donc, honnêtement, je n'ai pas forcément de réponse à la question pour l'instant, et je pense que c'est un peu trop tôt pour savoir quelles seront les conclusions politiques qui vont être tirées par la majorité, quoi. Bernard, tu veux ajouter un point? Non, non, c'est bien. Alors, je peux pas trop dire ce qui va se passer. Hein. Moi, je peux essayer de dire ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer, ça, je sais pas. Youssef Boussouma qui demande « Maintenant que le gouvernement a réussi à imposer grâce au 49.3 la réforme des retraites, avez-vous le sentiment que les syndicats sont disposés à répondre de façon plus ferme face à l'offensive capitaliste actuelle ?» Bah attends, on oublie, hein, le gouvernement, après c'est passé un peu inaperçu, mais a suspendu hein, la réforme des retraites. Pour l'instant, j'ai bien dit suspendu, hein, il n'a pas retiré le projet. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a suspendu le projet parce qu'il estimait que politiquement, il était gagnant à le faire pour l'instant. On verra après quel crédit politique il aura une fois la pandémie passée. C'est ça qui va déterminer en grande partie si il estime qu'il a le crédit et que le patronat lui donne mandat pour reprendre l'affrontement à l'état en où il a été laissé. Parce qu'on dit parfois que, en gros, c'est le coronavirus qui a fait suspendre la réforme des retraites. En effet, ça a joué dans le calendrier, mais je ne sais pas si j'étais même pas en France à l'époque, mais en 2003, il y a eu une canicule hein, qui a fait 15 000 morts à peu près, notamment essentiellement chez les personnes âgées. Et il y avait une réforme des retraites aussi qui est passée cet été-là. D'ailleurs, c'était le 21 août le vote de la loi, en pleine canicule. Et il y avait une vague de morts pareille, mais le gouvernement n'avait pas pour autant suspendu la réforme des retraites de 2003 au prétexte de la crise sanitaire. Donc, c'est en fait un ensemble de facteurs qui font que le gouvernement a suspendu sa contre-réforme des retraites. Et j'espère en tout cas qu'une fois cette pandémie passée, enfin, surtout que le confinement, c'est-à-dire la possibilité de se réunir à nouveau de façon plus facile, que les gens vont tirer les conclusions sur le manque de moyens qui ont été donnés à l'hôpital public, que c'est à ceux à qui on a attaqué les régimes de retraite, qu'ils soient dans le régime général ou les régimes spéciaux, que c'est à eux à qui on a demandé d'aller au travail pour maintenir en gros la continuité du territoire, que la conclusion qui va s'en tirer, c'est qu'il est hors de question qu'on accepte de payer encore une autre fois avec cette contre-réforme de retraite et que ça va amener au contraire une dynamique offensive pour dire il est hors de question qu'on paye la crise encore une fois, quoi. Et, honnêtement, des discussions que j'ai avec les collègues, parce qu'on en a toujours, cette colère, elle monte hein, déjà. Alors, la colère sur la réforme des retraites, elle était déjà présente. D'ailleurs, on a fait grève pendant 50 jours, enfin plus de 50 jours sur ça. Mais là, par exemple, maintenant que nos patrons ils sont en train de nous envoyer des messages pour dire qu'il faut poser les jours de congé, les ordonnances sont tombées, c'est en train d'énerver beaucoup de monde. Et évidemment, la situation qui dans les hôpitaux révolte énormément, d'autant plus que le personnel hospitalier se mobilise depuis 18 mois. Donc, au contraire, moi, je pense que les conditions sont réunies pour peu qu'on propose une politique qui ne va pas dans le sens de l'unité nationale, parce que c'est ça à quoi sont en train d'appeler nos adversaires, et dans lequel tombent malheureusement les confédérations syndicales, alors avec des nuances hein, entre elles, hein. Évidemment tout le monde a des nuances entre elles, mais globalement il y a ce discours d'unité nationale dans lequel il faut qu'on se retrousse les manches ensemble, pour peu qu'on arrive à casser ce discours, à casser cette idée, à affaiblir cette idéologie-là, je pense au contraire qu'on aura des ressorts très intéressants pour aller de l'offensive dès lors que le confinement sera terminé, quoi. Bernard, tu veux ajouter un point? Moi, ce que je constate hein, du point de vue des syndicats, parce que j'ai souvent faire des débats avec des militants syndicalistes, c'est que ils ont bien conscience que les mots d'ordre défensifs sur lesquels ils se battent les conduisent à la défaite et que donc maintenant il faut absolument pousser un cran plus loin et que ce cran plus loin, je me répète, c'est la conquête de la souveraineté concrète du travail. Je rêve que nos grèves, ce soit pas tellement d'arrêter de travailler que de décider de travailler comme nous l'entendons en envoyant au plot les directions. Alors, avant de prendre la dernière question qui me servira de question de conclusion, vous deux, comme je l'ai dit au début, vous revendiquez comme communistes. Je me demandais, dans la situation actuelle, imaginons que les communistes arrivent au pouvoir, quelle serait une sortie de crise dans ce paradigme-là actuellement? Moi, pour moi, encore une fois, je crains de me répéter. Hein,
La sortie de crise, c'est que les salariés occupent les entreprises et élisent des directions et décident de travailler comme ils l'entendent. C'est nous qui produisons les biens et services. C'est pas les autres, c'est pas les capitalistes, c'est nous qui les produisons. Évidemment, ce sera une bataille de classe extrêmement sévère. Évidemment qu'ils vont pas, ils vont essayer de, 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 de nous appauvrir en asséchant les marchés financiers, etc. Et alors, c'est nous qui produisons la valeur de l'investissement. Nous sommes parfaitement capables. Nous l'avons été quand on a créé avec les communistes le régime général de sécurité sociale en 46. Nous avons été parfaitement capables de socialiser une partie de la valeur dans une cotisation qui a permis de mettre en place le système de santé, etc., etc. Donc, nous inquiétons pas d'être dans l'incapacité de financer ce que nous allons faire. Faisons, décidons. Une victoire politique qui ne serait pas fondée sur une occupation des entreprises, non pas pour ne pas travailler, mais pour vider les actionnaires et les directions, une telle prise de pouvoir sera forcément vouée à l'échec. Non. Et à des désillusions plus grandes encore. C'est sur les lieux de travail que se joue la prise de pouvoir. Évidemment, il faut un relais politique qui permette de changer la loi. Mais si ce relais politique ne s'appuie pas sur des travailleurs décidés à prendre le pouvoir sur leur travail concret et à ne faire que ce qui correspond pour eux à la production nécessaire aux besoins sociaux, la prise de pouvoir politique ne peut qu'engendrer des désillusions supplémentaires. Axel? Donc, moi, je dirais, bah oui, la clé, évidemment. Alors, il n'y a pas forcément de tableau tout prépeint là, qui pourrait être possible de livrer en une seconde. Mais évidemment, la clé, ce serait immédiatement en sortie de crise, une mise sous contrôle de toutes les entreprises et des instituts bancaires par les travailleurs eux-mêmes. Alors, parfois, ça peut paraître abstrait et ça veut dire qu'il y aura des discussions concrètes. Hein. Parfois, dans certaines entreprises, on pourrait discuter. Mais est-ce que ce serait le syndicat s'il a une légitimité auprès des travailleurs? Et dans les boîtes où il n'y a pas de syndicat, il faudrait discuter peut-être d'une autre forme, une autre élection. Ça pourrait se discuter en marchant. Mais la clé, évidemment, c'est la mise sous contrôle par ceux qui produisent des richesses et la mise sur pied d'une planification par ces mêmes travailleurs sur qu'est-ce qu'on va produire dans cette crise, quelles sont les priorités à satisfaire et comment on s'organise pour orienter toute la production conformément à nos intérêts. Et donc là, dans l'immédiat, comme on parlait de ça, ce serait la crise sanitaire et donc les travailleurs. Mais en fait, les travailleurs, ils le savent, hein, ce qu'il faut produire concrètement. On sait ce qu'il faut acheminer pour que le pays fonctionne. On sait comment il faut produire l'énergie. On sait comment fonctionne la logistique pour acheminer les magasins alimentaires. Ça, les travailleurs le savent déjà. Ils le font déjà. C'est juste que c'est pas eux qui décident comment on va le faire. Par contre, ça ne répondra pas à toutes les questions. Et ça fait le lien avec une autre question qui avait été posée avant. Ça ne pose pas, par exemple, le lien, une fois qu'on a le pouvoir, comment on gère notamment les relations avec les pays semi-coloniaux, par exemple, ou colonisés, qui avaient été évoqués plus tôt, parce qu'il y aurait d'autres types d'accords à passer. Mais en première urgence, en effet, oui, c'est la prise dans l'entreprise du pouvoir par les travailleurs. Alors, ça peut être par des élus, par des représentants élus. Dans certaines entreprises, ça peut être les syndicats déjà existants s'ils ont une légitimité reconnue auprès des travailleurs. Mais c'est ça la clé, la clé de la solution, c'est ça, c'est la prise du pouvoir dans les entreprises, dans le monde du travail, dans le monde bancaire, où c'est nous qui produisons, c'est notre argent, c'est nous qui avons créé ces richesses, donc c'est à nous et exclusivement nous de décider ce qu'on en fait, quoi. Alors, je vais finir sur une dernière question et ça va servir vous en servirez de conclusion. Alors, ça va peut-être vous faire répéter, mais comme ça va être la conclusion de chacun. Donc, c'est Ouria Boutelja qui demande, ce sont les salariés qui vont payer, mais que peut faire le monde ouvrier le jour d'après le confinement, sachant qu'on bénéficie des luttes et des mobilisations qui ont précédé, comme celle contre la loi travail, celle des Gilets jaunes et celle contre la réforme des retraites. Donc, plus largement, et je rajouterai à ça, à ce commentaire d'Ouria Boutelja, qu'est-ce qu'on peut faire là pour préparer l'après et qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite après le confinement? Pour moi, encore une fois, en ce moment, on a le temps de réfléchir sur notre travail, ses finalités, sa légitimité. On redécouvre aussi des relations nouvelles avec d'autres parce que
on est en permanence avec eux, etc., etc. Pour moi, le jour de la reprise, c'est le jour de l'occupation des entreprises. Nos lieux de travail doivent devenir les lieux, non pas la dictature des directions et des actionnaires comme aujourd'hui, mais les lieux où nous sommes souverains et donc nous occupons les entreprises et nous travaillons comme nous l'entendons. Axel, ta conclusion? J'aurais tendance à dire, en tant que marxiste, on oppose la dictature des directions d'entreprise, du patronat, de la bourgeoisie. À cette dictature-là, on possède des travailleurs qui exercent leur dictature, c'est-à-dire leur pouvoir sur la société et leur pouvoir sur la marche économique du pays. Mais pour le jour d'après, il y aura peut-être quelques étapes transitoires, hein, je pense, hein, mais pour le jour d'après, le jour d'après, c'est pas une formule, hein, il commence dès maintenant. Parce qu'on le voit aujourd'hui dans les entreprises, ils sont déjà en train de préparer le jour d'après, les directions d'entreprise. Ils se préparent à la reprise de l'activité et ont donc mis en place tout un arsenal juridique pour nous faire travailler comme des dingues, pour supprimer tous nos droits, pour augmenter, pour restaurer leur marge sur notre dos. Et ça a des conséquences concrètes. Par exemple, aujourd'hui, à la Poste, donc c'est un exemple un peu qui sort un peu du chapeau comme ça, à la Poste, ils interdisent aux délégués syndicaux, c'est-à-dire que l'employeur ne donne pas l'attestation de l'employeur qui permet de se déplacer aux délégués syndicaux, de manière à priver les militants syndicaux, notamment CGT dans les Yvelines, puisque je parle d'un cas que je connais, pour organiser les droits de retrait, par exemple, des facteurs qui les appellent pour les aider à les organiser. Donc la bagarre, elle commence déjà dès maintenant, où la boîte, elle essaie de marquer son terrain et d'avancer idéologiquement et concrètement contre nous, parce qu'elle prépare déjà le jour d'après. Mais le jour d'après, et quand on dit le jour d'après, c'est la fin du confinement, en réalité, là, c'est cette échéance-là dont je parle. Le jour d'après, j'espère, en tout cas, je vais essayer j'espère que les autres militants du syndicat seront d'accord avec ça. Le jour d'après, il faut que ce soit une assemblée générale où on fait le point, où on discute de ce qui s'est passé et quelles sont les perspectives et quels moyens de lutte on va mettre en œuvre pour les faire reculer et reprendre le pouvoir sur ceux qui nous volent nos vies. Mais donc ça passera concrètement, je l'espère, par une assemblée générale dans les entreprises, puis après peut-être dans les quartiers, il y aura d'autres formes. Mais en tout cas, ça doit passer par se réunir pour décider de la lutte à mener. Donc après, ça prend des formes différentes. Une entreprise, un quartier, une université, ce sera différent. Mais il faut se réunir dès que le confinement est fini pour décider. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais écoutez, on va arrêter cette discussion-là. Avant de nous quitter, je voudrais passer 2-3 messages. Tout d'abord, faire des rappels pour Parole d'honneur. N'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand nombre, hein, comme ça peut participer et créer le débat. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à Parole d'honneur pour ne rater aucune actualité, et notamment toutes les émissions de la Perm. On a encore plein d'émissions qui vont arriver, notamment demain. Demain, on va recevoir Daniel Obono et Bruno Gassio pour parler de leur projet de porter plainte contre le gouvernement. Donc, ça sera demain à 18h. Voilà, si vous voulez faire un don, encore une fois, sur PDH, il y a un lien qui doit circuler. Il me reste plus qu'à vous dire merci Axel Persson. Toi, on t'a déjà accueilli, tu es toujours la bienvenue. Merci Bernard Friot. On espère, je vous ai déjà dit en off, mais on espère pouvoir vous réinviter de nouveau pour discuter plus largement de vos travaux en particulier. J'espère que vous accepterez notre invitation. Bien sûr, merci beaucoup. C'est super. Et en tout cas, merci d'avoir participé à l'émission, et je souhaite à tous nos internautes une bonne soirée et prenez soin de vous. Voilà. Bonne soirée.